La campagne pour le référendum, avec hier les tenants du oui qui ont plaidé pour une Europe de progrès et de protection, selon François Hollande. Du côté de l'UMP, Nicolas Sarkozy a prédit un séisme en Europe si la France votait non. Ces grands médias audiovisuels, Christelle Coquin, étant accusés d'être, d'une manière monocolore, favorables au oui. C'est une question de temps de parole, hein, on le verra tout à l'heure, mais aussi de ton des journalistes. Voilà, du temps et du ton. Et parmi les principaux accusés de ceux qui critiquent le débat dans les médias, il y a vous, Bernard Guetta. Donc tous les matins après le journal de 8h sur France Inter, vous vous exprimez dans une chroniques qui sont d'ailleurs disponibles sur le site de France Inter, et chroniques dans lesquelles depuis plusieurs mois vous prenez assez clairement position sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, pas du tout. Depuis plusieurs années. Comment Non. Attendez, on va d'abord écouter une chronique, Bernard, pour que les téléspectateurs se fassent une idée. Voilà, on a choisi l'édito du 18 mars, enfin juste quelques extraits, vous allez voir, vous allez écouter plutôt. Et le 18 mars rappelle simplement que c'était juste après la première percée du non dans les sondages. Tout menace le oui. Tout annonce aujourd'hui une victoire du non, car l'idée fausse, selon laquelle ce projet de constitution serait inamendable et graverait le libéralisme dans le marbre, s'est largement imposé. Que se passerait-il si le non l'emportait ? La réponse est d'abord que le projet européen prendrait au bas mot une quinzaine d'années de retard supplémentaire, car il faudrait rebâtir un consensus sur la manière de le remettre en route, ayant réduit à néant un effort commun par le seul effet de son bon plaisir. La France n'aurait ni les idées, ni le crédit nécessaire pour reprendre les rênes politiques de l'Europe. L'Europe stagnerait, l'influence française y serait réduite, tout ce qui retarde les progrès de son unification et la possibilité donc d'affirmer son modèle avec le poids d'un continent va contre le progrès social. C'est une terrible erreur que la France est à la veille de commettre. Il y a, Maya, un problème plus général d'inégalité de répartition du temps de parole dans les médias audiovisuels. Oui, c'est ce qu'a relevé le CSA dans ses comptes du mois d'avril, en oubliant un peu que ce déséquilibre est quand même en grande partie dû à la complexité de leurs propres règles, que je ne vais pas rappeler ici. En attendant, on a continué à compter le nombre d'intervenants en faveur du oui et du non, essentiellement politiques dans les différentes émissions de débat, mais aussi tous ceux qu'on a pu entendre dans les journaux télévisés, en précisant qu'à la différence du CSA, nous avons pris en compte Jacques Chirac dans le camp du oui. Voilà. Voilà. Donc on commence par rappeler les chiffres précédents, ceux des mois de janvier à mars. Alors vous vous souvenez peut-être, le oui l'emportait haut la main. Eh bien pour le mois d'avril, ça a légèrement bougé, et à l'inverse des sondages, le oui a un peu baissé et le non est légèrement remonté. Alors essayons de voir où s'est fait le déséquilibre, où est-ce que l'équité avait été le moins respectée. Alors durant le mois d'avril, on a vu quelques émissions spéciales référendum. Sur France 3 par exemple, il y a eu Pour un oui ou pour un non, présenté par Élise Lucet et Jean-Michel Blier, et là 50-50, l'équilibre est parfait. Sur France 2, on a pu voir 100 minutes pour comprendre l'Europe, présenté par Olivier Mazerolle, et là aussi 50-50, donc ce n'est pas dans ces émissions que l'écart s'est creusé. Alors les émissions hebdomadaires, sur France 5, Serge Moati d'Henri Post, idem, 50-50, et même chose sur France 2, mots croisés, Arlette Chabot ne laisse rien dépasser et atteint le même score, 50-50. Donc, pour trouver le déséquilibre, il fallait aller chercher ailleurs, par exemple dans les journaux télévisés. Et là, c'est vrai que la balance commence à pencher sérieusement, puisque toutes chaînes confondues, il y a eu 67% d'intervenants politiques ou autres favorables au oui, contre 33% de non. Et c'est valable pour toutes les chaînes. Mais ce n'est pas là que l'écart est le plus significatif, puisque sur France 3, l'émission de Christine O'Krent, France Europe Express, fait un très beau score, 69% d'invités pour le oui contre 31% pour le non. Elle est suivie de très près par le vrai journal sur Canal+, où Carl Zéro, lui, a eu dans ses invités 71% de partisans de la Constitution contre 29% qui étaient contre, mais il y a mieux. C'est sur France 2, Questions ouvertes, où on a notamment pu voir Lionel Jospin. Donc question ouverte qui ne fait pas dans la dentelle, avec 75% d'intervenants pour le oui contre 25% pour le non.
Réaction? Moi, je trouve que c'est très intéressant ces chiffres, mais je trouve que il faut aller au-delà, d'après moi, pour voir l'ambiance depuis à peu près 3 semaines, 1 mois. Je crois qu'il y a eu un basculement, c'est-à-dire que jusqu'alors, les partisans du oui étaient sûrs de gagner, et donc les règles d'équité étaient à peu près respectées. C'est pas je te montrais les chiffres de Maillard. Hein, Non, mais parce que moi, je ne m'attache pas, je comprends ces chiffres, ils sont intéressants, mais pour moi, il y a un au-delà. Je vous donne un seul exemple. Hier, avant-hier, je sais plus, je me balade en voiture, j'écoute la radio, Europe 1, le journal d'Europe 1. On parle au journal d'Europe 1 de la performance de Jacques Chirac à la télévision avec les journalistes et non pas avec les jeunes. Et on dit il s'est beaucoup mieux débrouillé, etc. Et d'ailleurs, vous allez écouter l'avis de l'expert en communication, Maurice Lévy, PDG de Publicis. Donc on s'attend à un commentaire d'expert de la communication sur la prestation chiracienne. Eh ben non, on a le droit à 2 minutes ou 3 minutes, je ne sais pas, d'intervention de monsieur Maurice Lévy, PDG de Publicis, qui dit mais la Constitution c'est drôlement bien et c'est très grave de voter non et patati et patata. C'est ça depuis 3 semaines tout le temps. C'est-à-dire que toutes les radios, toutes les télés sont au service du oui. C'est une espèce de tsunami de propagande, d'experts bidons, parce que ça c'est des experts bidons, il est expert en communication, il n'est pas expert en politique étrangère. Et tout est comme ça, c'est pour ça que c'est très intéressant que vous me disiez, j'avais oublié, que la dernière fois que j'étais venu, c'était entre les 2 tours de la présidentielle, parce que ça commence à ressembler à ça, c'est-à-dire une grande machine de propagande au service d'un camp contre un autre qui écrase l'autre sous les bombes médiatiques. Les journalistes. Et quand on écoute parler les journalistes, et notamment les présentateurs de JT, on se rend compte qu'on est souvent dans l'imperceptible. Dans l'imperceptible, et ça peut même passer dans le subliminal quasiment. C'est des orientations qui peuvent se cacher au détour d'une phrase, d'un mot même, alors dans les JT par exemple. Si on ne fait pas bien attention, ça passe comme si de rien n'était. D'ailleurs, vous avez peut-être jamais rien remarqué, mais comme on va vous en donner l'occasion, si vous êtes très attentif ou bien très coupeur de cheveux en 4, c'est à vous de voir, eh bien, vous décèlerez peut-être quelques perles de subjectivité. Hier, Philippe de Villiers a posé la question qui dérange en demandant tout simplement à Jacques Chirac quel financement était prévu pour la campagne, dans cette campagne, pour les partisans du non. Et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Bref, les Français très sceptiques, la plupart du temps, avant même de savoir d'ailleurs ce qu'il y a dans cette Constitution. Le débat, alors que les mauvais sondages se multiplient sur l'Europe et donnent le non en tête, que la Grèce, elle, a adopté hier soir le fameux traité constitutionnel. C'est le 6e pays à le faire. Tous sauf l'Espagne ont donc choisi la voie parlementaire pour ratifier ce traité, ce qui est quand même beaucoup plus facile que pour nous ici en France. Blanc, nul ou bien même absent. En boudant, les Français prendraient le risque d'enrayer la belle mécanique européenne. Surprenante attitude qui ne manque pas d'explication. Ombrageux Français qui n'aiment pas qu'on les pousse. Finalement, il rappelle un peu cet écolier de Prévert qui dit non avec la tête, mais oui avec le cœur. Et puis ce n'est encore qu'un sondage, bien sûr. Côté sondage, le oui va un peu mieux, selon le baromètre Ipsos Le Figaro Europe 1. L'Europe unie va fabriquer le plus gros avion du monde. Effectivement, Airbus, c'est d'une certaine façon l'Europe de la réussite qui s'affiche en pleine période électorale. Merci beaucoup Simone Veil, je vous interromps malheureusement puisqu'on arrive à la fin de ce journal. À bientôt et merci de faire cette campagne, même si certains vous engagent à démissionner du Conseil constitutionnel. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est de voir à quel point l'ensemble des chroniqueurs sont partisans de la même cause. Non seulement ils sont partisans de la même cause, mais en général, ils officient dans un nombre assez considérable d'antennes différentes, ce qui leur permet en quelque sorte de démultiplier leur message. Alain Duhamel, partisan du oui, est sur RTL, dans Libération, dans Le Point, dans 3 quotidiens régionaux. Jean-Marc Sylvestre est sur France Inter et je crois à TF1. Bernard Guetta est sur France Inter et à l'Express et il fait aussi des chroniques pour Le Temps de Genève. Alain Gérard Slama et Alexandre Adler, eux aussi partisans du oui, sont à la fois sur France Culture et au Figaro. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sont à la fois au Monde et à France Culture, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et Louis Plenel est à la fois au Monde 2 et à LCI. Laurent Geoffrin et Jacques Julliard sont à vrai dire partout, à commencer par le Nouvel Observateur et LCI. Yves Calvi est sur Europe 1 et à France 5. Et je ne dis rien de la liste éternelle des Attali, Glucksmann, Solers, BHL, Semproun, Bruckner, qui ressurgissent toujours lorsqu'il y a un débat pour se ranger presque miraculeusement du côté des puissants.
Et la première indication de cette journée historique, c'est l'intérêt majeur que les électeurs français ont montré, une mobilisation exceptionnelle d'après les chiffres qui nous sont parvenus il y a un peu plus d'une demi-heure. Selon les estimations d'Ipsos, l'abstention se situe entre 20 et 24%. À titre de comparaison, lors du référendum sur Maastricht en 92, l'abstention était de 30%. Autant dire que les Français ont choisi de se prononcer. Leur intérêt pour la campagne se retrouve donc dans les urnes. Et ce soir, à 2 heures maintenant des premiers résultats, des premières estimations, le suspense est entier. La victoire du non était annoncée par les sondages, mais elle a surpris par son ampleur. 84 départements sur 100 ont rejeté le texte. On verra que c'est chez les jeunes et les catégories modestes ou moyennes qu'il est le plus fort. L'Europe est déstabilisée. À Bruxelles, on exclut toute renégociation du traité. L'attention se porte maintenant sur les Pays-Bas qui voteront après-demain. Les 2 derniers sondages donnent le non gagnant avec 59 à 65% des suffrages. Regardez aussi la carte de France de ce vote. Elle est pratiquement homogène. Le non en rouge l'emporte partout, sauf dans les 14 départements en bleu, principalement dans l'ouest, l'est et la région parisienne. Le oui est majoritaire aussi dans la quasi-totalité des dom-toms. Je crois qu'il faut admirer l'indépendance d'esprit, le caractère dont nos concitoyens ont fait preuve face à la coalition de toutes nos élites. C'était vraiment quelque chose de tout à fait surréaliste. Bonjour, Valéry Giscard d'Estaing. Oui, bonjour. Vous avez présidé la Convention qui a écrit le traité européen que les Français ont refusé par référendum, voilà 2 ans. Vous êtes donc particulièrement qualifié, Valéry Giscard d'Estaing, pour évoquer le nouveau traité que les 27 partenaires européens ont adopté la semaine dernière à Lisbonne. Nicolas Sarkozy, qui a beaucoup fait pour que ce traité existe, parle d'un traité simplifié. L'est-il, à votre avis, simplifié ce traité? Le nouveau traité, c'est l'ancien, comme je vous l'ai dit, redistribué, c'est-à-dire présenté dans un ordre différent. Mais les outils sont là. Nous avions 7 ou 8 grandes avancées pour l'Europe. J'en cite quelques-unes. Le fait d'avoir un président stable au lieu d'un président tournant tous les 6 mois, le fait d'avoir un ministre des Affaires étrangères, une commission plus réduite, un vote plus simple, rétablissant d'ailleurs les droits de vote de la France, enfin, etc. Toutes ces propositions se retrouvent dans le texte. Pendant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy avait pourtant été clair. Il avait dit que s'il y avait un nouveau traité européen, il ne souhaitait pas de référendum, mais plutôt une procédure parlementaire. Alors, une fois qu'il a été élu, on peut supprimer le Parlement, puisqu'il a tout décidé, tout ce qu'il a dit, on le fait. Et puis, c'est pas parce qu'il a dit quelque chose qu'il n'y a plus de débat. Il devrait y avoir encore un débat après l'élection présidentielle. Ce débat, il n'a pas lieu aujourd'hui, vous trouvez, dans l'hémicycle de ce congrès? Il n'a pas eu lieu, là. Vraiment, les citoyens ont été comptés pour rien. On n'a plus interrogé les gens, comme il y avait eu pendant le référendum. Souvenez-vous, pendant le référendum, parce qu'il y avait un référendum, parce qu'on allait consulter les gens se sont appropriés le débat. On a dit, pourtant on prédisait qu'ils ne parleraient jamais de la Constitution. On leur disait ça va être un texte poussiéreux, ennuyeux, ça va les embêter. Regardez, on en a tous parlé dans les familles, tout le monde en parlait, parce qu'il y avait une consultation. Aujourd'hui, il n'y a plus de consultation, il n'y a pas eu de débat ce coup-ci. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces interventions? Qu'est-ce qui vous a frappé? S'il y a des phrases comme ça que vous avez retenues? Là, je les trouve vraiment profondément malhonnêtes. Quand je vois les socialistes qui disent on est pour le référendum et qu'ils disent on va s'abstenir, alors que c'est précisément cette abstention. On vous interrompt, pardonnez-nous, mais François Hollande, le premier secrétaire du PS, est au micro de Katia Guilder. On revient à vous juste après. L'ambiance pour les élections municipales, je sens plutôt pas mal. L'ambiance chez les socialistes, envie de terminer avec une question qui nous a séparés à un moment, il y a 3 ans, et que l'on veut maintenant dépasser pour regarder vers l'avenir. Quant à l'ambiance sur le traité lui-même, je l'ai dit, les socialistes vont voter le traité de Lisbonne, ça sera jeudi à l'Assemblée nationale, et on va le faire en ayant conscience que justement maintenant les institutions vont être enfin définies et qu'il faut donner du contenu à la construction européenne, même si là on aurait souhaité qu'il y ait un référendum, mais Nicolas Sarkozy ne l'a pas voulu, on en prend acte, certains s'abstiennent, la plupart, d'autres votent non. Le vote des Français en 2005 a arrêté à un moment la construction européenne. Le traité de Lisbonne, c'est un moyen, il y aurait pu y en avoir d'autres, de le faire repartir. Alors sur le référendum, c'est vrai qu'une grande majorité de nos concitoyens auraient souhaité de nouveau être consultés.
Donc nous l'avons affirmé ici, à l'occasion du congrès de Versailles, la plupart des socialistes en s'abstenant, d'autres en votant non, mais c'était le même message, c'était de dire, nous aurions, si nous avions été en responsabilité du pays, nous aurions consulté les Français. Et si vous aviez tous voté non, il n'y a plus moyen d'avoir. Voilà, c'était François Hollande assailli bien sûr de questions par les journalistes qui l'interrogent évidemment sur d'autres choses aussi que ce congrès, notamment sur les municipales. Étienne Chouard, blogueur noniste, est toujours avec nous. Étienne Chouard, vous aviez l'air totalement consterné quand François Hollande essayait d'expliquer pourquoi aujourd'hui le Bureau national avait choisi l'abstention, mais pourquoi dans la nuit de mercredi à jeudi, en revanche, cette fois ce serait un oui socialiste. Vous êtes consterné par ce genre de dualisme ? Je trouve que c'est des menteurs. C'est des menteurs, ils nous prennent pour des imbéciles. S'ils voulaient nous donner le référendum, il suffirait qu'ils votent non à la modification de la Constitution. On en vient à l'Europe qui tourne une page et qui se relance. Les 27 pays ont donc signé officiellement le traité de Lisbonne aujourd'hui. Le texte définit le cadre et les règles de fonctionnement de l'Union pour faciliter la prise de décision. Il remplace donc la Constitution repoussée il y a 2 ans et demi par référendum. Une cérémonie à grand spectacle. Jeff Wittenberg, Fred Furnemont. Mini-traité peut-être, mais grand spectacle ce matin dans le prestigieux monastère de Lisbonne. L'Europe qui signe sa nouvelle charte, le Portugal voulait que musique et décor soient à la hauteur. Ce sont des dirigeants pressés de sortir de la crise qui sont arrivés ici. À l'intérieur, comme sur un plateau de télévision, à l'appel du nom de leur pays, ils viennent mettre leur paraphe, 27 chefs d'État l'un après l'autre, et un couac, le Britannique Gordon Brown signera après tous les autres dans l'après-midi. À la sortie, humeur quasi euphorique de ce que l'on a coutume d'appeler le couple franco-allemand. C'est la lune de miel, monsieur le Président? Eh, Angela, il demande... Demandez-lui. Honeymoon. Honeymoon, yeah. Oui. We cooperate. Nous coopérons, précise la chancelière. Il y a 50 ans, on assistait à la naissance du nouveau produit pour l'Europe. Celui-ci fournissait un goût exquis et les gens l'adoraient. Durant les années 90, 3 nouveautés furent mises sur le marché. Maastricht, un goût de nouveauté. Amsterdam, un goût amélioré. Nice, un goût supprimé pour l'Union européenne. Notre nouveau slogan devait vous convaincre. Avalez tout. Finalement, un autre goût devait vous être fourni par la Constitution européenne. Le traité de Lisbonne. Et n'oubliez pas, nous savons mieux que vous. Donc vous devez tout avaler. Que vous le consentiez ou pas. Nous garantissons que ce produit fut créé suite à un procédé de non-transparence et ne contienne aucun additif tel que procédure démocratique ou participation des citoyens. En 2005, vous aviez voté quoi pour l'Europe, Claude Allègre? Eh bien, j'ai voté à tort, j'ai voté oui. Vous le regrettez aujourd'hui? Oui, absolument. Je le regrette aujourd'hui et je regrette surtout, j'avais fait un article très critique sur le traité, puis j'ai voté oui parce que j'ai été pris, comme beaucoup de Français, dans cette espèce de propagande de dire il faut être pour l'Europe, il faut être pour l'Europe.